Chez Underside, la transformation digitale, ça a toujours été quelque chose d'hyper important. Le fait de modifier des processus pour les clients, de les optimiser de façon à ce que ce soit plus fluide, à ce que effectivement la technologie soit là pour faire gagner du temps de cerveau disponible, pour faire en sorte d'optimiser les processus de l'entreprise, ça a toujours été notre objectif premier, qui est de rendre le monde meilleur au travers de la technologie. Et pour ce faire, on crée des applications, on fait plein de choses, on pense l'expérience utilisateur et finalement, oui, effectivement, il est toujours possible de numériser ou bien de digitaliser des processus, de les repenser, de pouvoir faire en sorte de donner des outils supplémentaires aux entreprises de façon à ce qu'elles soient plus fortes sur leur marché et qu'elles soient l'élément disrupteur et non l'élément disrupté du marché, et donc quelque part en fait qu'elles puissent continuer à vivre malgré les contraintes extérieures du marché en fait et de leur contexte. C'est certain, c'est notre mission en fait d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Ça nous tient énormément à cœur et à un certain moment donné de l'évolution de nos services, on s'est dit tiens peut-être qu'on arrive un peu tard dans le processus. Parce que des fois, il y a des demandes qui nous parviennent et où on se dit tiens, est-ce que le besoin a réellement été pensé? Est-ce qu'en développant cette application ou en proposant cette expérience en réalité augmentée, est-ce qu'on va réellement répondre à un besoin du marché ou à un besoin ressenti chez l'entreprise? Et à un moment donné, c'est ça, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour arriver un peu plus tôt dans le processus et réellement optimiser et avoir réellement ce rôle d'optimisation des flux, le fait de les rendre plus fluides, de rendre les entreprises plus fortes, etc. Parce que peut-être qu'en arrivant plus tard, il y a toute une partie qu'on va manquer, toute la réflexion en fait en amont du projet qu'on va manquer. Et peut-être que c'est à ce moment précisément que la réflexion doit avoir lieu autour des différentes manières d'optimiser les flux. C'est ça, exactement. On s'est retrouvé dans une situation dans l'histoire d'Underside où on crée des applications parfois parce que les clients nous arrivaient en nous exprimant ce qu'ils désiraient, mais on n'était pas persuadé que les besoins avaient été bien identifiés. On était finalement en train de travailler sur des interfaces sympas, sur des applications bien finies, mais quelque part auxquelles on ne croyait pas toujours forcément, tout simplement parce qu'on se disait oui, mais si nous on l'avait fait, on l'aurait peut-être fait différemment, ou bien est-ce que le client a finalement bien pesé les pour et les contre pour ça? Est-ce que le client a été bien attentif à l'employé ou à l'utilisateur qui va utiliser l'application? Et puis finalement, quel est l'objectif du projet qu'on développe? Quel est leur pourquoi à eux? On sait que pour nous, le pourquoi est super important. Notre pourquoi, c'est notre idéal en fait, et c'est de rendre le monde meilleur grâce à la technologie. Mais finalement, du côté de ces entreprises, on sait que le pourquoi, c'est ce qui doit animer un projet. Et donc, si ce pourquoi n'a pas été bien défini, à quoi bon en fait? Ouais. Et comment on va pouvoir assurer les résultats et les performances en fait, des solutions qu'on développe si le pourquoi n'a pas été bien défini? Exact. Et donc, l'outil qui nous a permis d'arriver plus en amont dans le processus et finalement de mieux définir les besoins, c'est le design thinking. Le design thinking qui est composé de plusieurs étapes dont on pourra parler juste après et surtout qui va nous permettre de créer la réflexion en amont, de créer la collaboration en amont avec le client avant même que l'application ne naisse en termes d'idées, etc., etc. Et donc finalement, le client va plutôt arriver avec tiens, je pense qu'on devrait travailler autour de cette thématique. Et puis grâce au design thinking, on va vraiment pouvoir, au travers de cette méthode collaborative et avec un maximum de personnes différentes autour de la table, on va vraiment pouvoir identifier les besoins, être dans une phase qu'on appelle la phase empathique, pouvoir faire en sorte d'écouter les personnes autour de la table, pouvoir faire en sorte également de pouvoir s'assurer que les besoins sont posés, que la question derrière la nécessité, les besoins est bien identifiée de façon à ce qu'il y ait un objectif commun autour du projet et puis que là on puisse construire et générer des idées de façon à pouvoir à un moment donné avoir les fonctionnalités nécessaires pour répondre aux besoins et finalement avoir une application qui n'est pas juste
une assumption générale de l'entreprise ou de l'entrepreneur, mais qui va vraiment être une solution à des besoins identifiés. Exact. Et donc oui, c'est ça, pendant les ateliers de Design Thinking, en fait, ces sessions, on va passer par les 5 étapes dont tu parlais. La première étape qui est la phase empathique, effectivement, comme son nom l'indique, il faut faire preuve d'empathie. Donc ça va être important de réellement se projeter, essayer de prendre la place, de se mettre à la place des utilisateurs, éventuellement faire venir des utilisateurs finaux autour de la table pour récolter tous leurs inputs et tous leurs feedbacks. Et donc pendant cette phase, on va poser un maximum de questions et vraiment essayer d'aller grappiller tout un tas d'éléments qui vont nous permettre de passer à la deuxième étape qui est la clarification de la question, où là, sur base de tous ces éléments, on va essayer de formuler une question qui va finalement être notre question de recherche pour la phase suivante qui est l'idéation. Et donc dans l'idéation, c'est un peu le vif du sujet. On va faire en sorte de répondre à la question qu'on a définie. Donc la question représente vraiment le besoin ou les problématiques auxquelles on veut répondre. Et l'idéation va vraiment nous permettre cette phase de divergence en utilisant tout un tas d'outils, en faisant en sorte de mêler tous les points de vue, en ayant vraiment un groupe de travail qui est pluridisciplinaire pour avoir une richesse dans les échanges, faire en sorte de générer un maximum d'idées, vraiment diverger, et puis on va ensuite converger avec aussi différents outils, des matrices, etc. pour faire en sorte de prioriser les idées, peser le pour et le contre, etc. Et donc de la phase d'idéation, on va finalement on va pouvoir identifier peut-être une piste ou l'autre qu'on va vouloir creuser un peu plus, mettre en place. Ça nous amène donc à la phase suivante qui est le prototyping. Oui. Où là, on va se dire, ben voilà, on prend telle idée, on va essayer de la construire, donc on va utiliser des post-it, des grandes feuilles. Si on parle d'une interface, on va peut-être designer les boutons, pour la penser vraiment. Là. Voilà, la pensée, exact. Si on parle, donc là, voilà, on peut parler d'une interface, mais on peut peut-être parler d'un projet global. Et donc là, on va par exemple utiliser des Lego, comme on l'a déjà fait. Et donc là, on va se dire, ok, ça c'est ma pièce, les utilisateurs vont rentrer par là. Donc ça peut être d'application pour un nouveau magasin, par exemple, qu'on veut designer. Ça peut être un espace d'accueil dans une entreprise, ça peut être une salle de réunion, ça peut être n'importe quoi, en fait. Un espace qu'on veut vraiment aménager, designer, en fait, aménager à l'aide de différents Ça outils. touche les espaces, mais ça touche n'importe quelle problématique réellement, quoi. Ça peut être dans une usine, quel est le meilleur flux possible d'un point de vue digital pour faire en sorte que les processus soient fluides et puissent correspondre effectivement aux besoins des utilisateurs des machines. Ça pourrait être également une réponse par rapport à un support première ligne qui doit répondre à des questions et qu'ils le font de façon très systématique et très robotisée parce que ça se fait comme ça depuis des années et que rien n'a été repensé, etc., etc. Et donc vraiment on peut travailler sur ce genre de problématiques également, quoi. Exact. Et donc ça, c'était les 4 premières étapes. Et la dernière étape qui est la phase de testing, où là finalement, sur base d'un produit minimum viable qu'on aura pensé, imaginé en fonction suite à la phase du prototyping, on va commencer par vraiment un produit minimum viable qu'on va créer et mettre en place de manière minime pour la tester, pour récolter des feedbacks des utilisateurs, pour récolter des inputs et faire en sorte réellement de faire évoluer la solution au fil des cycles. C'est vraiment un processus qui est itératif et donc on commence par quelque chose de minimum pour fournir très rapidement quelque chose aux utilisateurs et pouvoir faire évoluer la solution plutôt que de partir sur un développement et une réflexion qui va durer 1 an, 2 ans et puis après proposer quelque chose de très complet, très fini et qui peut-être va être complètement à l'opposé de ce que les utilisateurs attendent. Parce qu'on ne leur aura pas posé la question, on ne leur aura pas demandé leur avis. Exact. Et puis toutes ces étapes, on va les suivre d'une manière séquentielle ou bien on va pouvoir également revenir à une phase et puis retourner à l'autre, etc. Tu parlais du testing, on peut retourner au prototyping parce qu'on s'est dit finalement en fait ce bouton-là il ne fonctionne pas ou bien cette fonctionnalité-là elle ne fonctionne pas comme on l'entendait, etc., etc. Et donc finalement valider les assumptions le plus vite possible avec le moins de moyens nécessaires possible. Et donc pour les entreprises, c'est
aussi une économie en termes de ressources, que ce soit de temps ou d'argent. Réellement, le design thinking va pouvoir permettre d'optimiser tout ça en fait. Exact. C'est que ça permet d'éviter ce processus habituel où on va développer pendant 6 mois une application, la délivrer aux utilisateurs, se rendre compte que peut-être elle ne fonctionne pas et repartir sur la page blanche et finalement arriver à une perte d'argent conséquente pour les entreprises, quoi. Oui, c'est vraiment une méthode qui est flexible, hein, qui se veut flexible et on peut switcher sans cesse d'une phase à l'autre. Effectivement, peut-être repasser par la phase d'idéation, la phase de prototyping, ou bien en revenir à la phase empathique parce qu'on a décelé un nouveau besoin et donc on veut repasser par cette réflexion et le fait de poser tout un tas de questions aux utilisateurs. Ouais. Donc ça se veut vraiment flexible et la méthode se mêle très bien avec la méthode agile, dont on est fan aussi vraiment pour le développement, le fait de découper son développement en phases qu'on appelle des sprints, de manière à mettre quelque chose rapidement sur le marché et à le faire évoluer au fil des sprints. Et puis, comme tu le disais, avec la méthode Lean, qui permet de définir des assumptions et de les valider ou pas. Oui, réellement sans cesse en fait, et d'itérer sans cesse. Alors réellement, le design thinking, nous on y croit, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours en fait pour nos clients et on en voit les bénéfices régulièrement, presque au quotidien pour l'ensemble de nos clients. Si vous êtes intéressé par le design thinking, n'hésitez pas à continuer à suivre notre chaîne, on en parle régulièrement, à venir nous rendre visite chez Underside, à échanger avec nous. Une formation arrive également bientôt sur le design thinking et ses différentes étapes où on va vraiment aller plus en détail et donc ça va vraiment vous permettre de comprendre ce que c'est que le design thinking et peut-être de l'appliquer chez vous et dans votre entreprise, tout ça en ligne et donc quand vous voulez. Le lien pour la préinscription se trouve dans la description de cette vidéo. On vous y attend nombreux et puis à très bientôt. Ciao!